Ce podcast Box Story vous est présenté par Premium Mix, expert en champs nourriciers, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery. Je vois ça, je suis tellement content. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission de la série Box Story. Mon nom est Raphaël Turcotte et c'est moi qui serai votre animateur pour ce podcast. Donc aujourd'hui, on continue ce spécial retour de saison en compagnie de Étienne Côté. Il sera en mesure de nous raconter sa première saison en tant que membre actif de l'équipe Darkmaniac. Salut Étienne, comment ça va? Hey, salut Raph, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Donc, première vraie journée de printemps pour nous aujourd'hui. La pluie, la neige qui font en vue d'œil. Donc, ça augure bien pour nos prochains préparatifs en vue de la saison 2025. Grosse saison pour toi, quand même, l'année passée. Puis tu fais partie, on l'expliquait un petit peu au début là, dans cette formule-là, que c'était pas... le succès est dur de se mesurer parce que souvent, le succès, les gens le mesurent par les photos qu'ils mettent ou qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Mais tu fais partie de ceux qui, quant à moi, ont connu une belle saison, donc une saison avec du succès, mais qui n'ont pas été capables de tout simplement peut-être connecter ou c'était une question de micro-détails qui font en sorte que tu n'as peut-être pas les bucks que tu aurais voulu, mais par contre, tu as eu une belle saison globalement, je suis sûr et certain. Oui, exactement. Moi, j'ai eu une de mes plus belles saisons là, de chasse à vie. J'ai rien à dire. J'ai vraiment eu du plaisir. Puis j'ai donné jusqu'à la dernière journée. On était dans la neige. Puis j'étais là. Donc, de mon côté, j'ai eu une belle saison. OK, donc fais-nous donc un petit résumé un peu des endroits que tu as chassés au courant de l'année, puis après ça, tu pourras embarquer un petit peu plus en détail là, dans chacune de ces destinations-là. Là. Oui, ben c'est ça. J'ai commencé ma saison au Québec, dans les zones là, que j'ai toujours chassées, là, la Seine-Sud. Puis j'avais des opportunités aussi. Là, j'ai fait quelques passes aussi là, dans la zone 6-Sud. Okay. Par la suite, tout de suite, aussitôt qu'on a tombé comme dans la pause du Québec, là, moi et David, on est parti aux États-Unis, en Ohio, pour aller faire un 7-8-10 jours de chevreuil là-bas. Nice. Puis par la suite, on est revenu au Québec. Puis là, ben, dans le fond, là, on a commencé novembre avec plein d'espoir. Puis ça a été plus compliqué que prévu parce que là, on a tombé dans le monde un peu, là. Fait qu'on n'était plus sur le même pattern. Fait que ça a été ça. Fait j'ai fini la saison là, au Québec là, jusqu'à la dernière journée avec mon arc. Puis j'ai été mobile là, jusqu'à la dernière journée. Fait que ça a été pas mal ça, le Québec. Là. Tu as vécu ça d'une façon un peu différente. Tu sais, David, il est parti, lui, il avait déjà tué. Il est parti en Ohio, donc il n'y a pas eu de retour sur Terre comme tel à avoir. Là, tu sais. Tandis que toi, tu as chassé au Québec, tu es allé en Ohio, gros high, gros pic d'action, tu reviens au Québec après ça en novembre, bourré d'espoir, mais des fois, le Québec reste le Québec, hein? C'est malheureusement. Là. Puis exactement. Dur retour à la réalité quand on revient. OK, donc commençons donc par le Québec. Étienne, avais-tu un objectif précis cette année? Comment tu avais entamé ta saison? Peux-tu nous en dire un peu plus? Ouais, c'est ça. Dans le fond, le Québec, là, dès les premières journées d'octobre, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les vents. Puis ce que je voulais faire, ben là, j'étais comme un peu comme pas pogné, mais tu sais, j'avais pas 100% dans le fond, ben j'avais aucun pattern sur des bucks, tu sais, comparativement à toi, dans le fond, que tu avais réellement là, de quoi de cibler une horloge. Moi, j'avais rien de ça. J'avais des beaux chevreuils, j'avais des choses à valider, dont Bigfoot que j'ai passé le dimanche, le 5 ou le 6 octobre, bref, le dimanche de l'ouverture, je l'ai passé au plus proche, il a passé à 35 verges de moi. Il était super calme, dans le fond, il se déplaçait là, dans le CRP, dans la verge d'or. Puis j'étais placé à bon vent en vent d'est. Puis moi, c'était pour aller l'observer, c'était pour aller le voir, c'était pour le prendre en vidéo, tout ça, puis valider que c'était réellement ce que je pensais, un 3.5. Fait que j'ai passé ce buck-là. Ça a été un beau moment. Je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu aller s'embêder, puis ça a été compliqué même pour défaire mon set. Il a fallu que j'attende un petit peu. Puis aux alentours de 9h30, 10h, là, j'ai commencé à dépacter mon stock, puis il était bédé à 50-60 verges.
OK, cool. Bon, c'est le fun. Mais ça, ces bucks-là, est-ce que tu avais commencé la saison en sachant qu'ils étaient là? Comment que t'as dit Bigfoot, tu l'as nommé Bigfoot avant de le voir pour la première fois, là. Donc, c'était des bucks qui étaient chez vous de façon sporadique, mais tu n'avais pas de pattern défini, mais une fois de temps en temps, tu savais que tu en avais peut-être, je sais pas, 4-5, je sais pas combien tu peux en avoir. Mais des bucks qu'on va dire proche mature ou mature, j'en avais un seul sur ma terre là, en début de saison. Donc, c'est pour ça que j'avais pas grand-chose à chasser à cet endroit-là. Mais je voulais aller valider ce buck-là. Puis on l'a nommé Bigfoot parce que j'arrêtais pas de voir une grosse trace, autant à la fin de l'automne qu'au printemps. Puis je le cherchais. Puis j'avais pas été capable de l'associer avec des cornes que j'avais vues. OK. Tu cherchais les grosses cornes avec la grosse trace. Exactement. Puis là, c'est ça. Au printemps, là, j'ai commencé à poser un buck sur une saline, un buck que je pensais mature. Puis là, il élargissait parce que Bigfoot, il y avait quand même pas mal d'amplitude au niveau de la largeur. Fait que moi, j'ai conclu que c'était Bigfoot, là, mais ça a resté comme un peu nébuleux, mais ce buck-là a pris le nom de Bigfoot, là. OK, ça marche. Parfait. Donc, suite à ça, donc ta saison d'octobre, tu as commencé au Québec, tu avais Bigfoot à valider, puis après ça, t'espérais, autrement dit, de voir apparaître des nouveaux bucks plus la saison allait comme avancer. Oui, exactement. Sur mes terres chez nous, là, mes terres personnelles, j'avais beaucoup de soya, puis j'avais de la belle luzerne. Fait que je me disais tout le temps, à un moment donné, il y a peut-être un buck qui va tomber comme encore dans le full pattern, mais qui va arriver chez nous parce que j'ai quand même une terre à buck avec un pas pire de ratio. Fait que j'ai resté avec cet espoir-là. Fait que j'ai continué à regarder mes cams, mais c'est pas arrivé en octobre. Donc, moi, je me suis déplacé sur un autre de mes terres que j'ai dans 7. Puis là, j'étais sur Perfect 10, un buck que j'ai montré sur la page d'Artmaniac, un beau buck. Mm-hmm. Puis, encore là, c'est un buck que je cherchais sur peut-être 500 arcs. J'avais beaucoup de caméras. J'avais mis énormément d'efforts au niveau de la prospection. Puis, je l'avais posé vraiment aléatoirement dans l'été. Toutes les 9-10 jours, je le posais, mais sur le 500 arcs, là, c'était vraiment variable. Mm-hmm. Il couvre large. Là, c'est ça. Fait que là, ce buck-là, j'ai commencé comme ma saison en sachant qu'il était là, mais là, je devais le reposer. On l'avait posé, je pense, quelques jours avant l'ouverture. Donc, j'ai fait des pauses, je me suis promené, j'ai dit, je vais faire de l'observation, je me suis mis plus loin des champs, puis tout ça. Puis les bucks se faisaient rares, là. C'était dur sur le moral. Ouais, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire ce genre d'affaires-là. Là. La chasse, elle rouvre, puis elle ferme quasiment. Souvent, quand on cherche un buck, mais on va arriver vers la fin, puis c'est là qu'on va être capable de dire, OK, il est à peu près là, mais tu te souviens, avant la saison, comme elle était longue, on avait un mois total de chasse à l'arc. Là, on avait le temps de se déplacer puis de peaufiner nos stratégies. Là, il faut être en mode fast-forward, en maudit, pour être capable d'arriver à temps dans le délai qu'on a. Là. Fait que là, ça a été quand même, tu sais, moi, j'avais un moral d'acier parce que, honnêtement, dans ma tête à moi, j'avais une grosse saison, je m'en allais à Noyau. Fait que, tu sais, j'étais rempli d'espoir. Puis, je voyais quand même du chevreuil, je filmais des choses, tout ça, puis je me disais tout le temps, à un moment donné, je vais me rapprocher. Je vais connecter. Puis un matin, dans le fond, c'est ça, dans la nuit, je savais pas trop où je m'en allais, puis mes cams m'envoyaient des photos, puis à un moment donné, je reçois une photo de Perfect 10. Il était à une saline que j'avais transformée en bait. Une saline qui a toujours été là dans l'été, mais toujours de façon, tu sais, à tous les 10, 12, 14 jours. Puis, tu le prenais. Ouais, puis ce qui était particulier, c'est que quand je le prenais le matin, c'est sûr et certain que cette journée-là, même s'il venait une fois ou 2 semaines, il revenait dans l'après-midi, soit sur l'heure du midi ou en début de soirée, à 4-5 heures, il était vraiment à tôt. Okay. Il faisait toujours ça. À toutes les fois qu'il était là, puis ça, même des fois, ça avait de l'amplitude. Des fois, il arrivait le matin, puis il passait là toute la journée, puis il était là jusqu'au lendemain matin, mais après ça, je le reperdais encore 10, 14. OK. C'est cool à entendre parce que tu avais un certain pattern, mais c'était pas un pattern genre à chaque jour, mais c'était un pattern aux 10 jours, comme tu dis, mais tu savais au moins tu avais une méchante indication que, OK, si je le prends le matin, il faut que j'y aille, c'est sûr et certain qu'il est là pour le restant de la journée, puis il fallait que tu passes la journée là, dans le fond, tu n'avais pas le choix. Tu sais pas quand est-ce qu'elle allait revenir. Exact. Fait que là, c'est ça, c'est le 12 octobre, si je me rappelle bien. Fait que le 12 octobre, j'ai parti le matin à Noirceur, puis j'ai été choisir mon arbre en conséquence, avec les vents. Puis j'ai voulu tricher avec une femelle puis son veau qui passait pratiquement la journée à mon appât. J'ai passé par-dessus la trail puis j'ai monté dans un arbre. Puis je me suis installé là, puis la journée a commencé, j'ai pas vu grand-chose, tout ça. La femelle qui est arrivée en début d'après-midi avec son veau, mais quand je l'ai vue, était rendue comme à côté de moi.
puis elle était comme montée sur mes traces. Mm-hmm. Elle m'a senti, puis elle a parti dans la montagne, puis elle a sifflé quelques coups, puis son veau, lui, il a jamais parti de la peau, il est resté tout le temps à bête. Fait que lui, il a resté là, puis la femelle est partie. Fait que toute l'après-midi, moi, j'ai comme resté avec le veau. Il venait, il retournait, puis il se demandait pourquoi sa mère était pas là. Mm-hmm. Puis vers assez de bonne heure, là, pleine clarté, au moins 1h30 avant la noirceur, Madeleine, il a monté par en haut, puis il a comme viré 90 degrés, puis il est parti à course dans l'autre sens. Puis je le voyais qu'il avait vu quelque chose, puis il avait été comme attiré par quelque chose. Donc là, je dis, ah, il a-tu vu sa mère, tu sais? Là, je regarde par en haut, je commence à pogner mon bras de canne. Puis là, je le vois, puis il repart dans l'autre bord. Je dis, oh, crime, j'ai dit, c'est pas sa mère, c'est certain. Puis là, à un moment donné, je vois ça apparaître des lignes de plantation d'épinettes. Perfect Ten, il s'en venait. OK. Fait que là, j'ai dit, ben, hey, le scénario parfait, j'ai resté ici toute la journée pour lui, puis je me doutais qu'elle allait revenir, puis c'est là, tu sais, genre, je fais ma chasse, là, tu sais, j'avais vraiment des bons espoirs, puis là, ben, il commence à descendre dans le trail, une trail qui passait à 4 mètres en avant de moi à bon vent. Les shots proches. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, bon, c'est pas tout à fait là je l'attendais, mais on va prendre ça, tu sais. Puis le veau, il avait défoncé beaucoup de mon côté, dans mon mauvais côté, dans mon mauvais vent. Puis il avait été en arrière de moi assez souvent, qu'il était revenu 2-3 fois, le petit veau. Il m'avait senti, mais il comprenait pas c'était quoi. Mm-hmm. Puis il avait monté, il avait descendu, il avait joué là comme il cherchait la provenance. Hein. Puis quand Perfect Ten a descendu dans la plantation, il a pogné cette trail-là de gauche à droite que le veau avait faite, puis ça l'avait sûrement peut-être une odeur. Puis avec le recul, après ça, je me suis rendu compte que peut-être que Perfect Ten empruntait plus souvent qu'autrement cette trail-là pour venir sentir la peau. Mm-hmm. Fait que tu sais, tout ça a joué contre moi, mais bref, il s'est envenu par en arrière de moi, complètement dans mon dos, j'étais en saddle, puis là, ben, je le filme, puis je le suis, puis je me dis, ça se peut qu'il n'y ait pas de vent, ça se peut que ça passe. S'il passe ce petit triangle-là, il fait 4 mètres, il tombe broadside à côté de moi, je vais avoir le temps de prendre mon arc, je vais être du bon bord tout, je vais le closer. Puis au moment qu'il a rentré dans le parfait triangle de mon vent, il s'est levé à la tête. Fini. Puis là, il a barré. 18 verges. Caroline. Puis c'était un bug de quel âge, ça, Étienne? On n'en a pas parlé. C'est un bug de 5.5 facilement. 5.5, oh my God. C'est sûr que ces gros-là, hein, ça leur prend pas 2-3 shots pour comprendre ce qui se passe, là. Non, puis tu sais, je veux dire, moi, j'avais des aspirations, dans le fond, d'avoir quand même un beau vidéo, parce que les chevreuils, je les accorde quand même un gros respect, puis un chevreuil de ce gabarit-là, je voulais le filmer, puis je voulais vraiment le mettre sur le tape. Puis je l'ai filmé tout le long en arrivant là, puis moi, mon arc était sur l'arbre en étant en saddle, ben là, moi, je suis complètement renversé dans mon saddle, puis j'ai pas mon arc dans les mains, puis lui, il est à 18 verges. Tu peux pas bouger, hein? Non, puis il me regarde. Il me regarde. Il regarde exactement où est-ce que je suis avec l'odeur qui a pogné 18 verges, là, il est précis comme si ça se peut pas, là, tu sais. Puis là, il y a des petits doutes, il y a des petits questionnements parce qu'il a pogné une whiff, puis là, ben, il tourne sa tête de gauche à droite, puis je vois les gouttes d'eau tomber de son museau. Il était puis je vois ses narines, là, ses narines, ils bougent. Puis là, à un moment donné, je le vois dans ses yeux, les yeux viennent bien ronds. Là, il a pogné la deuxième puff, là, bien comme fou. Là, il est devenu vraiment nerveux. Je le voyais, là, les côtés de son flanc, là, il pompait. Il était fait parce qu'il se disait, hey, je me suis fait prendre. Ah ouais. Je me suis fait prendre. Là, je fais quoi pour me sortir d'ici? Il savait pas. Hein? Non, il savait pas. Il savait pas si j'étais armé d'une carabine ou d'un arbalète ou quoi que ce soit. Tu sais, même pas. Fait que là, j'étais à l'arc. Il savait qu'il y avait un danger, mais ouais, c'est ça. Fait que là, il s'est reviré de bord. Tout de suite, moi, j'ai déplacé ma canne pour le pogner comme dans une... Moi, je pensais qu'il allait virer complètement comme dans l'autre sens puis traverser comme 35-40 verges. Fait que j'ai déplacé ma canne. Je me suis retourné, j'ai pris mon arc. Puis en prenant mon arc, ben le chevreuil a repris exactement le même chemin qu'il avait fait pour venir à moi, qui était complètement comme... tu sais, dans le fond, il est parti de dos à moi. Là. Bon. Fait que ça a été une expérience. Ben oui. Mais tu as pu voir aussi la caméra. Tu sais, quand on filme et qu'on chasse, c'est pas toujours évident de... Là, tu as choisi de filmer, c'est tout à ton honneur. Puis ça fait en sorte que des fois, tu sais, avoir juste un arc dans les mains, ce buck-là serait peut-être mort parce que tu aurais eu la chance de... Tu aurais eu juste ton arc. Puis dire, au final, c'est le fun qu'il soit encore en vie parce que cette année, tu vas pas encore le chasser. Mais on se donne une méchante difficulté de plus en ayant une caméra dans les mains. Hein. C'est ta première vraie saison, fait que là, tu t'en pèses les conséquences, là. Exactement. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça a été tout qu'un feeling à ce moment-là. Puis le soir, ben, je suis revenu comme
vraiment comme, bon, je pas dire j'étais détruit, mais tu sais, en même temps, j'étais content d'avoir capté ces images-là, puis j'avais quand même une fierté, là, mais tu sais, ça a été quand même difficile. Comme ça, c'est quand même... c'était fait, là. Tu l'avais, là. C'est pour ça que je dis que tant qu'à moi, t'as connu une bonne saison jusqu'à date, parce que écoute, c'était une question de veau. Enlève le veau de là, puis peut-être que ça aurait été carrément d'autres choses. Oui, parce qu'il y avait tellement, j'appelle ça galvaudé, il y avait tellement galvaudé en arrière de moi, le veau était tellement venu proche, puis il m'avait détecté, mais il savait pas quoi faire, mais il avait laissé des odeurs au sol qui étaient d'une odeur de peut-être un petit stress, tout ça. Ah ouais, fait que, selon moi, il m'a trahi parce qu'il s'est envenu exactement où ce que le veau avait traîné. T'sais. Mais regarde, c'était ça, puis cette fois-là... Tu le ferais, Étienne? Si tu avais encore le choix, tu le referais. Non, mais je veux dire, tu ferais la même chose, tu ferais les choses exactement pareilles. Oui, parce que, tu sais, dans un sens, j'ai toujours aimé filmer puis mettre ma chasse en image. Fait qu'à la base, il fallait que je le suive. Il fallait que je l'emmène là avec ma cam. Est-ce qu'il aurait peut-être fallu que je prenne mon arc de ma main puis que... T'sais, mais là, je me rappelle toujours d'une phrase que tu disais, quand on filme puis qu'on chasse, des fois, on fait les deux à moitié. Ben, je me suis dit, regarde, je vais le filmer, puis aussitôt je vais avoir ma chance, je vais prendre mon arc, ça va arriver, soit il va descendre à bait, ou ça va se faire vite, je vais le prendre ma chance, tu sais, je suis assez habitué. Puis là, quand il a barré, ben là, j'étais mal pogné, tu sais. Mais pas avoir eu de caméra, j'aurais déjà été du bon côté, j'aurais déjà eu mon arc, puis j'aurais pris ma shot sur ce cheval-là sans doute. Là. Puis ton positionnement, tout ça, après, avec le recul, disons, est-ce que là, tu l'as vu arriver, tu as vu ton choix d'arbre il était quand même relativement bon, tu te remettrais à la même place ou si... Le matin, ce qui est arrivé, c'est qu'il mouillait un petit peu, puis là, j'avais peur qu'il rentre de bonne heure. Fait que là, j'ai dit, je veux pas... J'ai rentré... Ouais, je veux pas aller trop loin, je veux pas faire trop de bruit, je veux pas tout changer. Puis j'avais un arbre de piney que David avait fait 2 passes dedans pour essayer de tirer une femelle dans cet arbre-là. Puis il était déjà trimé. Fait que j'ai dit, je vais prendre cet arbre-là. Mais avec le recul, j'aurais dû prendre un arbre qui était au sud de toutes les trails. Puis ce qui aurait arrivé, c'est que j'aurais brûlé une femelle puis son veau, mais je l'aurais brûlé direct en partant. Puis ce boc-là, il aurait passé clair en avant de moi. Fait que tu sais, je l'aurais pris différemment, mais je pense, honnêtement, j'ai fait ce que je pensais qui était le mieux. Je pensais pas qu'il aurait pris ce trail-là. Tellement facile après coup, hein, tu sais, de se dire j'aurais dû, mais tu sais, au final, quand tu connais la finale de ça, c'est facile de t'ajuster, mais quand tu le sais pas, il va selon le meilleur de nos connaissances du moment, puis c'est de même, ça va, c'est tout, là. Surtout tu t'es installé en noirceur, tu sais, je comprends. On l'aurait tout fait pareil. T'as pris le chemin le plus simple, puis le plus facile en même temps que d'aller prendre cet arbre-là qui était déjà prêt. Surtout le matin à noirceur, de commencer à t'installer, couper des branches, c'est pas top, là. Ouais, puis le pire, c'est que moi, je suis gaucher, puis David est droitier. Fait que quand je suis arrivé en haut, c'était pas parfait, mais j'ai rien fait en noirceur. Rendu à clarté, maintenant, j'ai dit, je suis mal foutu ici. Fait que j'ai sorti ma scie, puis j'en ai coupé quelques-unes à l'entour de 9 heures, tu sais. Fait que, tu sais, veux pas, c'est ça, là, d'être mobile, sauf que, tu sais, mon stand, il était nœud, je veux dire, mon arbre était nœud, ce chevreuil-là, il s'est jamais douté que j'étais là jusqu'à temps qu'il me sente, tu sais. Donc, la mobilité, là, elle avait payé ce fois-là, on était là, à quelques détails près, là. Clairement. Puis, tu sais, c'est ça que j'ai fait, là, tu sais. Après ça, quelques jours plus tard, j'ai reposé Perfect 10 sur 500 acres plus loin. Puis je me rappelle de cette journée-là, on était plusieurs dans le bois, puis il mouillait vraiment beaucoup, puis il faisait froid. Puis j'ai décidé de faire un all day, dans le fond, encore une fois pour ce boc-là, parce que je me disais, si je le reposais là, c'était un autre bait, je me disais... Il va peut-être faire la même affaire. Ouais. Il va peut-être faire la même affaire. Puis cette journée-là, il faisait tellement pas beau qu'il n'y a pas eu d'action. Fait que ça m'a rien donné, mais c'est la seule fois que j'ai eu une chance là, réelle là, sur Perfect 10 en octobre. OK. Est-ce que tu l'aurais pris en photo? T'es-tu sûr qu'il est encore présent ou? Lui, honnêtement, là, c'est un peu triste, là, mais c'est que à l'ouverture de la carabine, je l'ai posé daylight 3 fois encore. Il a fait son même pattern quand il est rentré sur ma terre
un appât que j'avais déplacé. Je l'avais brûlé sur un appât peut-être à 700 pieds plus bas. Je l'ai monté. J'ai dit, regarde, on va jouer de stratégie un petit peu. J'ai refait un appât avant de partir en Ohio. Puis Perfect Ten, je l'avais pas reposé. Puis il est rentré là la nuit de l'ouverture. Puis le matin, à 11h30, il était encore dans mon appât à l'ouverture. Puis là, j'ai dit, bon, j'attends juste mon vent, soit le lendemain matin ou le soir, puis je vais commencer à mettre de la pression là. Puis je l'ai jamais revu de la saison de carabine. OK. Là, tu reprends en photo par la suite ou? Non. Ah, OK. Non. T'as-tu entendu tirer là-dessus? Oui, j'ai entendu tirer le lendemain que j'étais dans ce table-là à Bonvent. Fait que j'ai appelé les contacts que j'avais. Puis il y avait un chasseur qui avait récolté pas mal en ligne avec ce chevreuil-là, tu sais, où ce qui était parti. Puis finalement, c'était un petit spike qui avait récolté, là, un petit 4 points, je pense. OK, bon, fait qu'on sait pas. On va se garder les doigts croisés, peut-être qu'il va réapparaître au courant de la saison 2025. Ouais, je fais quand même beaucoup confiance à ça. Tu sais, il y a des fois, là, combien de fois j'ai perdu des bucks en me disant c'est sûr qu'il est mort, c'est sûr qu'il est disparu, tu sais. Puis l'année d'après ou même, j'ai déjà vu 2 ans plus tard revenir, tu sais. Donc, c'est un buck de 5.5 qui avait peut-être un nouveau pattern cette année. L'année passée, il est resté tout l'automne avec nous autres. Fait que c'est ça qui me fait un peu comme flipper, mais je me dis à 5.5, il a peut-être élargi son secteur. Fait que c'est l'espoir que j'ai pour Perfect Ten. OK. Donc, c'est une histoire qui n'est peut-être pas finie. On va se garder de la viande pour les prochains podcasts. Donc, là, Étienne, le 12 octobre, tu t'approchais de la fin pas mal, je te dirais. Ben, là, on était un petit peu plus tard. Tu as vu le 12 octobre la première fois, puis après ça, t'es parti le 20. Fait qu'il te restait comme 8 jours. T'as-tu un petit peu d'action entre ton départ pour l'Ohio puis cette rencontre-là avec Perfect Ten? Ouais, ben c'est ça. J'ai parti le 22. 22, OK. Non, j'ai parti le 23. Donc, j'ai chassé la dernière journée ou l'avant-dernière journée de la poudre noire, là. De la poudre noire. Mais c'était triste, là. J'ai pas vu de cornes. J'ai vu des femelles en masse. Mais mes bucks étaient complètement désertés. Fait que j'ai fait comme toutes mes journées là. Parce que j'avais quand même vu des bucks potentiellement que je voulais aller voir des 3.5, peut-être des appartements que j'avais vu faire quelques petites apparitions, mais c'était super aléatoire, là. Donc, j'avais zéro pattern. J'allais chasser, je faisais mes affaires, tu sais, puis je me déplaçais beaucoup. Puis je restais actif comme sur toutes les terres que je possédais. Puis non, il n'y avait rien qui se présentait. Ça semble être rendu une denrée rare. Autant tu as pu être dans un Klondike du Québec pour la chasse au mâle mature que là, la 7 est... Autant la 7 nord, je te dirais, là, que la 7 sud, on dirait qu'on est en pente descendante. Contrairement à d'autres zones qui se maintiennent quand même un peu malgré tout, mais la 7, elle y a vraiment goûté là, depuis le 2020, l'implantation du nouveau plan de gestion. Cette année, j'ai quand même eu beaucoup de nouveaux bucks. Puis j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard dans le podcast, mais tu sais, en fin novembre, début décembre, là, j'ai vraiment eu des belles surprises sur ma terre personnelle qui m'a donné espoir pour 2025. Mais vers la fin de la chasse, là, je savais même pas là, qu'est-ce que ça donnerait. Fait que j'ai eu un léger espoir, mais la 7, là, elle a été émoussée pas mal. Là. Mm-hmm. OK. Donc, on se mettra pas à pleurer dans ton podcast. Là. On va continuer sur ta saison qui est quand même haute en action, pareil. Mais c'est un sujet qui vient toujours nous chercher parce que c'est désolant. On a chassé, puis jusqu'à tout récemment, les deux, la 7, puis c'est le même constat qu'on a là, par rapport à ça. Donc là, tu pars pour l'Ohio. Est-ce que tu veux continuer avec l'Ohio puis revenir après ça avec ton Québec ou si on y va en ordre chronologique? C'est ça. C'est ça. Fait que le 23 octobre, on a décollé, moi puis David, pour l'Ohio, rempli d'espoir encore. Moi, une de mes plus grosses forces, c'est vraiment le positivisme. Puis même si j'avais une saison difficile au Québec, ben, je me disais, regarde, en Ohio, tout est possible. Puis on est dans le Midwest, puis le début du Midwest. J'ai dit, je pense qu'on peut avoir notre chance. Donc, on a fait la route. Ça a quand même bien été. Puis on est arrivé là-bas, on avait quand même pas mal notre idée de fête. Là. Ce qu'on voulait faire, c'est regarder un petit peu les chevreuils s'ils étaient comme sur des faux patterns, sur des champs, des choses comme ça qu'on verrait, mais c'est avéré visuellement, on n'a pas vu grand-chose. Donc, on a tout de suite comme rentré dans le bois assez profond. Quand vous faisiez les tournées des champs les matins, ces affaires-là, vous voyez pas grandes actions, dans le fond. Non, il y avait vraiment pas grand-chose. Fait que nous autres, ben, de toute façon, dans notre processus, on avait déjà fait notre travail comme sur Onyx, pour aller trouver vraiment qu'est-ce qui pourrait nous aider dans la topo.
Fait qu'on a rentré sur les pins qu'on s'était fait, puis on a descendu à aller voir si on trouverait pas des signes. Puis là, c'est là vraiment on s'est mis à triper. Là c'était Vous l'avez trouvé pour votre argent. C'était épouvantable. T'sais. Fait que là, c'était un feeling incroyable, trouver des scrapes comme ça, puis des rubs. Là, c'était fou. Là. On voulait piner des arbres, tout ça. Fait qu'on a comme passé les 2 premières journées à faire ça. Là, puis je pense que le deuxième soir, on a chassé. Mais c'était beaucoup de prospection. Là, il y a des fois là, dans les premières journées, là, on a sacrifié, je pense, une autre soirée là, pour aller faire plus de prospection là, plus tard dans la journée, déplacer des camps, vu qu'on était comme en début de voyage. On avait mis comme stratégie d'avoir le plus de caméras cellulaires qui vont nous envoyer de l'info pendant qu'on dort. Fait que nous autres, on s'était dit, quand on va dormir, ben, les caméras vont travailler pour nous autres puis vont nous donner de l'information pour le lendemain ou le surlendemain. Fait que, au début, ça a été vraiment ça la stratégie. Puis ça a été bon parce que rapidement, on s'est placé sur des chevreuils. Là, on a vu des chevreuils de jour. Moi, honnêtement, je suis prêt à retourner en octobre, là, n'importe quand en Ohio, dû au fait qu'on est pratiquement les premiers à chasser, je veux dire. Il n'y avait pas tant de monde. Vous n'avez pas croisé tant de chasseurs au final dans cette période-là. J'imagine qu'en novembre, quand le mois de novembre arrive, là, c'est différent, mais fin octobre, là, c'est peut-être pas un moment où les chasseurs de l'extérieur se garochent là à ce point-là. Là. Exact. Fait que moi, j'ai trouvé ça le fun. On a vu des chasseurs, mais au niveau du chevreuil, oui, ils sont éduqués. Là, quand on dit des fois, le Québec, c'est pas facile, mais dans le Midwest, les chevreuils sont éduqués. Ils regardent haut dans les arbres, puis faut pas bouger beaucoup. Puis, s'il y a de quoi que je veux améliorer dans le Midwest l'année prochaine, c'est vraiment le camouflage. Nous autres, on faisait vraiment de la chasse mobile en saddle, puis on s'installait de nuit. Fait que là, on arrivait le matin à 3-4 heures. On pouvait marcher 1 heure dans le bois des criques puis des affaires épouvantables, puis on se séparait, ou des fois, on n'avait même pas le même secteur, on se droppait, Puis là, quand tu fais 1 heure de marche, puis tu montes dans un arbre, ben là, t'essayes que ce soit un érable, on s'entend, là. Ben, c'est ça, ben, comment j'allais te poser la question, de faire de la chasse mobile au Québec puis en faire là-bas, c'est deux, là, je sais bien que trouver des arbres aussi droits puis les forêts, tu m'en parleras, est-ce que les forêts c'était plus clair, les arbres moins de branches que par chez nous au Québec? Ben, ça dépend des secteurs, là, il y a des fois qu'il y a de la liane, ces affaires-là, là, fait que ça, c'est sûr et certain que les arbres sont moins clean dans ce coin-là, mais j'ai chassé proche de des plantations de pin rouge puis des plantations de pin blanc. Mais il n'y avait pas plus de branches au sol. Les plantations étaient vieilles, tu sais. Ils étaient toutes cleanées. Ouais, c'est ça. Ils étaient toutes cleanées. Fait que j'avais pas de camouflage. Puis les arbres, qu'on pinait, on les choisissait. Si on empinait puis on mettait des punaises réfléchissantes, on les choisissait pas mal propres jusqu'à la hauteur qu'on voulait aller. Puis on regardait les lignes de tir qu'on aurait parce que, comme David l'a mentionné, on n'a pas le droit de couper de branches. Fait que quand t'es monté dans les airs, si t'arrives à la clarté, tu regardes en avant de toi puis tu te dis, hey, il faut que je redescende ou il faut que je remonte, ben là, tu perds du temps puis c'est démoralisant. Mais ça m'est arrivé souvent de monter ou de tourner un stick puis de me redéplacer un petit peu pour tricher la branche qu'il y en avant de moi. Je savais pas que tu n'avais pas le droit de couper. Ça m'a étonné quand il m'a dit ça. Je suis sûr que tu pouvais trimer un peu, pas des branches et shooting lane, mais... Okay. Non. Puis tu sais, nous, on est des Canadiens qui chassent aux États-Unis. Fait que tu sais, on respecte toutes les lois, mais tu sais, là-bas, c'est sûr qu'ils respectent pas toutes parce qu'il y a plein de fois qu'on arrivait à des endroits, hey, c'est beau ici, ça doit être pas pire. Là, on arrivait pour piner un arbre, on arrivait sur l'arbre, puis il y avait des traces de scie, puis tu vois que le gars avait aménagé l'arbre quand même, là, tu sais, puis on était sur du public. Puis quand tu montais dans l'arbre, parce que tu le choisissais, là, tu voyais vraiment, OK, le gars s'est installé ce bord-là, puis même des fois, on pouvait voir les marques de stand dans l'arbre, tu sais, mais tu sais, c'était peut-être ultérieur de 1 ou 2 ans. Mais bref, il y en a qui s'étaient permis de couper des branches. C'est sûr que les locaux, eux autres, doivent pas se gêner, hein. C'était vraiment, moi, j'ai vraiment trippé. Tu sais, moi, ce voyage-là, c'était mon premier voyage aux États-Unis. Puis, David, il m'a quand même offert une belle chance à ce moment-là de m'emmener avec lui. Parce que, j'apprenais à chaque jour. Fait que moi, tu sais, je mangeais tout ce que je voyais. Puis, il me disait souvent, il dit, nos punaises, tu sais, telle affaire, on va faire telle façon d'y mettre. Parce qu'il dit, la nuit, c'est pas facile. Hier, il dit, quand je suis allé à telle place, il y avait plein de punaises. Ben là, j'étais là, voyons, ça se peut pas, là. Il dit, il y avait plusieurs punaises, il fallait que je m'assure de prendre le bon chemin. Fait que, le lendemain, on s'en va dans un crique, puis à un moment donné, j'éclairais à gauche, à droite, je voyais ça, les punaises un peu partout. Tout le monde pine des chemins. Hein? Oui, des chemins, des arbres, tu sais, fait que c'est vraiment,
On est dans un autre monde. Ah ouais, c'est bon. Il y a de quoi se perdre au final. Là, tu penses suivre ton chemin, finalement, tu te retrouves pas pantoute. Puis, non, c'est... Mais tu sais, on pense être seul au monde, mais on l'est pas. Mais on est vraiment dans un environnement qui sert que à la chasse, que au whitetail. Puis c'était le fun d'avoir ce feeling-là, de savoir que tout le monde avait tenté leur chance, tu sais, puis que, tu sais, on n'est pas dans on n'est pas chez un pourvoyeur, tu sais, on n'est pas, tu sais, on est vraiment laissé à nous-mêmes, mais tu sais, c'est une belle expérience. Somme toute, là, vraiment, là, j'ai vraiment aimé ça, cette expérience-là. Puis pour revenir au fait un petit peu, on était quand même bien positionnés là, lors de notre séjour. Là. Moi, j'ai rapidement vu des bucks, puis j'ai vu des bucks, je pense, pratiquement à toutes mes sorties de chasse. Le matin, le soir, j'aimais vraiment pas ça. Le matin plus, mais le soir, pas beaucoup d'action. Le matin, c'était fort, mais le soir... Le soir, là, ça arrivait comme vraiment à pénombre, fait que j'aimais pas ça pour ça. Mm-hmm. Puis on a frappé comme deux températures, le début frais, puis la deuxième moitié de voyage plus chaude. Donc le soir, là, c'était comme il faisait 27-28. Là. Ouais, non, ça, c'est pas agréable. Mais tu sais, les matins, ça vous donnait au moins les matins, tu sais, comme activité, aller jusqu'à peut-être 11h midi. Là. Puis là, c'est ça, fait que j'ai vu des bucks pratiquement à toutes mes passes le matin. Fait que j'étais vraiment encouragé. On a eu vraiment comme j'ai eu de l'interaction, j'ai vu des beaux bucks, mais je les ai pas eu à portée d'arc. J'en ai eu 3, non, j'en ai eu 4 à portée d'arc, mais à toutes les fois, là, ça a été là, extrêmement rapide parce que toutes les bucks que j'ai fait venir, ouais, c'est ça, toutes les bucks qui sont venus à moi, ils sont venus sur le rackling. OK. À part un seul qui venait visiter un hub scrape à ma dernière journée, lui, il venait visiter un scrape, puis il m'a senti parce que le vent tourbillonnait, puis il n'est pas venu jusqu'au scrape. Mais tous les autres sont venus sur le rattling. Non, c'est de l'action rapide, ça. Ben exactement. Puis dans les flancs de montagne où ce qu'on était, ben on chassait comme les flancs top. Puis tout dépendamment de où ce qui arrivait, on était désavantagés parce je vais utiliser une expression anglaise, mais on se faisait skyliner. Dans le fond, c'est que le chevreuil tombait à la même hauteur. Ben oui, c'est ça. Fait que, mais j'ai vu quand même plusieurs chevreuils, puis il y en a que j'aurais pu tirer, mais le seul que j'aurais pu tirer, ben c'est mal fait de même. C'était un petit buck d'un an et demi, là. C'était un petit 6 points. Fait que lui, il est arrivé broadside comme à 15-16 verges, puis là, il cherchait. Je l'avais ça à cam toute, mais tu sais, c'était un petit buck, puis il y avait rien d'autre qui était avec lui, puis lui, il a cherché, il regardait à gauche, à droite, il cherchait la provenance. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il a redescendu. Mais l'autre qui est venu après ça, lui, par exemple, quand il est arrivé sur le dessus, je l'ai vu, j'ai parti ma caméra, j'ai bougé, mais j'ai bougé le plus vite possible que je pouvais parce qu'il s'en venait comme un train. Puis aussitôt que j'ai comme pris mon arc, je me suis reviré de bord, ben moi, je cherchais le chevreuil, il était plus là. Ça n'existait plus, il était parti. Bing bang, ouais. Bing bang. J'ai même checké sa cam que j'avais parti, voir si j'aurais pas vu ce que j'ai filmé, puis je l'ai même pas pogné sa cam. Te dire à quel point que ça s'est fait vite. Il est monté en haut, il a reviré complètement 90, puis il retournait dans son trou. Il savait que c'était comme fait berner. Je te demande ça comme ça, mais chasser en équipe de cette façon-là, ça pourrait peut-être être quelque chose qui serait pas pire. Tu mets le gars sur le top, puis le gars un peu plus bas, puis le gars plus bas fait du rattling, puis le gars en haut essaie d'en tirer profit, là, parce qu'ils ont pas mal tout fait le même style de pattern un peu, toujours à d'arriver comme par le haut pour regarder par en bas au final. Oui, exactement. 1, 2, 3. Il y a 3 bucks qui sont arrivés par en haut sur le rackling de façon quand même assez rapide. Là. Okay, ça en dit long sur une certaine constance. Probablement qu'il était de l'autre côté puis il traversait pour venir voir dans le fond de ton bord à toi. Là. Fait que, mais Colin, c'est le fun parce que tu as appris plus pendant 10 jours en Ohio que pendant probablement 4-5 ans de chasse au Québec. De l'action comme ça de rattling, j'en ai rarement vu. Les bucks ont rarement été intéressés ici par ça, de par le manque de... pas besoin de compétitionner, il y a tellement de femelles. Tandis que là-bas, les bucks, la première femelle, t'as vu ce que ça donne comme attraction. Là, c'est fou l'action que tu peux avoir. Peut-être qu'on aurait un peu le même genre d'action ici si la chasse était permise dans les mêmes dates, là, mais j'en doute. C'était complètement débile. Le son des cornes, ce que ça disait aux autres, c'est il y a 2 individus qui se battent pour une femelle qui sent bonne, qui est soi-disant la première de la saison. Ça arrivait comme des trains. J'en doute pas. Puis tu sais, c'est ça qui m'a fait vraiment apprécier le 23 octobre aller jusqu'au 26, 27, 28, 29. Ça m'a entertainé. Je me suis dit, c'est une belle façon d'avoir un contact sur des bucks. Ils sont pas encore fous raides. Ils étaient vraiment sur les scrapes, fin scrape, comme David a expliqué. Là, les scrapes, ça voulait comme plus rien dire au 23, le 24. Là.
Mais le rackling, par exemple, là, ça nous les a amenés à portée d'arc. C'est ça qui est intéressant. Mais oui, je prends ton idée là, de placer comme 2 chasseurs. Là, ça pourrait être quelque chose à essayer. Ben, une chasse en équipe dans ces endroits-là, c'est sûr certain que tu chasses proche l'un de l'autre. À un moment donné, c'est un qui fait le rattling, après ça, c'est l'autre, puis tu t'évalues. Parce que tu peux être à 50 mètres l'un de l'autre, puis pas voir les mêmes affaires, les mêmes chevreuils, dépendamment dans ces endroits-là, là, comment que c'est à pic et tout. Mais as-tu trouvé ça pénible, chasser dans les. C'était des hills ou des petites collines, je sais pas comment qualifier ça vraiment. C'était-tu des montées comme de 30 minutes, 40 minutes? Comment ça vous prenait de temps, ces montagnes-là? C'était-tu. C'était des montagnes. C'était des montagnes. Là. La majorité des places qu'on chassait, c'était vraiment des montagnes. Puis nous, soit on chassait complètement comme les trous ou le top, dans ces coins-là. C'est là que l'activité se passait. Ça a été quand même difficile. Je pesais quand même 31 livres, à part mon arc que j'avais dans les mains, là, avec mon stock de Ton cam. stock de cam, ouais, c'est ça. Mes sticks, puis mon bras de cam, puis mes 2 angles, tu sais, fait que c'est... De ce côté-là, là, quand on y va all-in, mettons, faire du mobile comme ça dans le Midwest, puis être son propre caméraman, là, c'est, comme on dit, j'en ai eu pour mon argent. J'en doute même pas, je sais ce que tu as vécu. Moi, je l'ai pas fait sur des places aussi abruptes que toi, tu as pu les faire. C'est là, tu sais, faire ça sur du plat, c'est une chose, mais faire ça en situation de montée, ça en est une toute autre. Fait que je te lève mon chapeau d'avoir fait ça toute la semaine comme un vrai soldat. T'as pas lâché une seule fois. Oui, parce que j'ai filmé mon dernier chevreuil, je l'ai filmé à mon dernier soir de chasse, fait que j'ai jamais arrêté de traîner mon stock. Puis tu sais, pour répondre à ta question, là, à peu près, là, en majorité, à peu près 35-40 minutes de marche dans le bois là, le matin. Là, Non, c'est bon, c'est bon. C'est le fun de faire ça, de voir des nouvelles places à chaque matin, d'avoir l'espoir. C'est juste ça, tu t'installes puis tu savais qu'à pratiquement à chaque jour, tu voyais un buck, là, c'est encourageant, ça, là. C'est le genre d'affaires que tu peux pas garantir ici au Québec, là, c'est sûr et certain. Donc, Non, mais pour renchérir sur le fait de l'espoir, c'est que quand on a placé nos caméras, là, c'est qu'on a posé à peu près une quinzaine de bucks considérés matures dans les 4 jours de caméra qu'on a eu. Ouais, donc, à toutes les fois qu'on faisait un changement de place, ben, on se plaçait soit pour des bucks qu'on avait posés, mais la chose la plus bizarre, c'est qu'on n'a jamais posé le même buck 2 fois sur la caméra. Donc, oui, il était mobile, les bucks, mais ça te donne une idée que quand tu brûles un buck en Ohio, dans ton arbre, ben, le 15 minutes d'après, tu es aussi confiant que le 15 minutes d'avant. C'est ça qui est complètement débile. Au Québec, tu brûles ton buck, t'as rien qu'envie de ramasser tout ton stock et t'en aller broyer chez vous, tu sais. oui, parce qu'il y en a pas une tonne, tu sais. C'est brûles celui qui est là, mais c'était vraiment, c'est une belle période que vous êtes allé au final. En plus, tu me disais que les matins, c'était meilleur que le soir. Bon, sûrement que la chaleur aidait pas, mais les bucks couvrent beaucoup de territoire dans ces fin octobre-là, là, pour essayer de localiser toutes les beddings de femelles. C'est une des premières phases du rut, dans le fond, là, qui entame le seeking phase, là, où là, ils cherchent, ils regardent à gauche et à droite, puis c'est les matins. Fait que c'est peut-être pour ça que vous preniez jamais les mêmes bucks tout à fait, parce que dans le fond, c'était... les bucks qui se promenaient d'une montagne à l'autre, j'imagine, dans les environs, là, puis ils passaient une fois, puis peut-être que avoir resté plus longtemps, vous les auriez peut-être repris en photo plus tard, du fait que là, ils font une run pour regarder, OK, ils en sont rendus où, là, les femelles qui sont autour, parce qu'ils ont quand même grand à couvrir. Là. Ouais, puis tu sais, j'ai trouvé des beddings, tu sais, j'en ai trouvé plusieurs, des beddings, puis j'ai trouvé des beddings de buck. Sérieusement, ça n'avait aucun sens. Là. À un moment donné, j'ai texté David, puis j'ai dit, hey, je me déplace, puis je vais m'en aller comme plus au sud de la montagne, proche d'un aboutissement des champs. Puis j'ai fait une petite prospection. J'ai trouvé, pas de face, 80-90 Rob de septembre. OK. Fin septembre, là, c'était des bucks, c'était des robes de, genre soit il y avait un bachelor, là, ou soit c'était, je sais pas c'était quoi, mais il y avait plein de couches sur un top de montagne, puis j'ai trouvé 100 robes, là, en dedans de peut-être 2 arcs. Ben, des choses, ça peut être les acorns, hein, les glands. Les glands, ça commence en septembre, fait que s'il y avait beaucoup de glands là, beaucoup de chevreuils qui allaient se nourrir là, beaucoup de robes, comme en plus c'est proche d'un bed, là, c'est sûr que c'est amplifié. Ah, donc, c'est épouvantable. Fait que, quand tu trouves des signes comme ça, là, après ça, je me suis déplacé, j'ai chassé ça peut-être à 600-700 pieds, tu sais. Mais c'est les signes qu'on peut trouver, c'est l'espoir qu'on peut avoir là-bas, c'est épouvantable. J'ai vraiment
Vraiment aimé. J'ai Donc, apprécié. tu remets ça en 2025 ou pas tout à fait Oh, à la ouais. même place? Ouais. Non, c'est ça. Ben, en 2025, c'est sûr que je vais dans le Midwest, tu sais, puis j'ai quand même beaucoup de projets de ce côté-là, mais je me laisse encore un peu de temps là, pour voir exactement là, comment Tu qu'on t'en va viens. setuper les scénarios. Ouais, c'est ça. OK, cool. Donc, avant de tout de suite sauter dans tes projets 2025, on va finir ta saison 2024. Donc, en gros, tu finis l'Ohio, tu reviens au Québec. Donc là, il te reste un gros 2 semaines de chasse, là, 3 fins de semaine de fameuse carabine devant toi. Donc, qu'est-ce que ça t'a réservé, cette période-là? Ben, c'est ça, là, j'en ai fait un petit peu, j'en ai fait une bonne introduction tantôt avec Perfect Ten que j'ai revu à la première journée de carabine. Donc, j'étais quand même vraiment content, j'étais comme excité, mais là, là, je savais que ce serait difficile. Donc, ce buck-là, je l'ai perdu de vue, mais j'ai chassé beaucoup cette terre-là. Puis j'ai filmé, puis j'ai vu beaucoup de jeunes bucks, là, tu sais, des 2.5, j'en ai vu vraiment beaucoup. Puis vers la fin de la carabine, vers la fin de la saison, sur cette terre-là, j'ai posé un beau buck que j'ai essayé de chasser, mais il venait comme vraiment tard dans lui, donc j'ai supposé qu'il venait de loin. Puis je l'ai nommé Hope. Puis c'est la seule espoir que j'ai. Ouais, c'est la seule espoir que j'ai pour 2025, que peut-être que ce buck-là, c'est un 3.5 qui a peut-être rentré là, sachant peut-être que Perfecton est mort, puis qu'il va peut-être être plus présent l'année prochaine. C'est vraiment un beau buck, là. C'est un buck qui a une méchante belle génétique, là, haute, là, puis il est fermé, mais tu sais, ça va être tout qu'un buck. C'est un 8 points, ça, Étienne? Ouais, ça, c'est un 8 Je me points. souviens d'avoir vu les photos de lui. Ouais, OK. Ouais, c'est ça, il est piné pas mal, là, tu sais, les G2, là, ça doit avoir un bon 8 pouces, là, déjà, tu sais, puis il est comme basket encore, mais il est plus basket, là, tu sais, tu vois qu'il il est prêt pour le 4.5, là, il s'en va vers là, fait que... Il va exploser. Ouais, j'aimerais ça, mais tu sais, il habitait peut-être bien loin, tu sais, puis j'ai peut-être aucun espoir, mais bref, c'est ce qui m'a resté sur cette terre-là. Puis, bon, c'est ça, fait que cette terre-là, je l'ai comme abandonnée, puis chez moi, ben, dans le fond, quand j'ai revenu de l'Ohio, on était comme dans la pause, fait que j'ai comme reparti mes bêtes, puis sur ma terre personnelle, j'ai posé un buck que j'ai appelé Whiteface, parce que dans le fond, dans l'hiver d'avant, j'avais posé un buck dans l'hiver avec comme 2 bucks ensemble. Il y en avait un, il avait toute la face blanche, puis là, je me disais tout le temps, j'ai jamais posé un gros buck comme ça, un vieux buck. Tout de suite, quand je l'ai vu, moi, je savais que c'était Whiteface pour autour de ses cornes, c'était tout noir. OK. Puis c'était particulier. Puis dans le fond, là, je me suis dit, bon, OK, ça, c'est un beau bug mature. Il avait un méchant beau body. Puis là, lui, là, ça a été fou. Autant que j'ai perdu de vue Bigfoot, Whiteface est rentré là fin octobre, puis il a jamais reparti. Mais, tu sais, c'est un 6 points. Il score 0, mais il avait un beau body. Là, j'ai dit à ma fille, ça te fait un beau buck. Là, ma fille, elle voulait tirer son chevreuil. Fait que là, je l'ai fait faire une coupe de passe sur Whiteface. Puis là, ben, elle manquait de temps. Puis on n'a pas réussi à capitaliser. Puis là, ben, là, il me restait comme quelques jours de chasse, peut-être un 5-6 jours de chasse. Puis là, je me suis mis activement pour dire, bon, OK, là, c'est quoi ma stratégie sur Whiteface? Je me rappelle pas exactement de la journée, mais c'était juste un petit peu avant la dernière fin de semaine. J'ai eu un contact avec Whiteface, mais encore une fois, je l'ai déplacé pour ce buck-là qui se déplaçait dans un corridor. Puis là, j'ai arrivé en après-midi, puis j'ai dit, bon, OK, je prends quel arbre? Là, j'ai dit, je veux pas être trop loin que, tu sais, quand il va passer, il va longer comme une transition. Je veux être à portée d'arc. Je savais pas exactement où ce qui passerait. J'avais pas assez d'infos. Tu sais, c'est comme si j'avais pas mis assez de temps sur le buck, j'en avais pas eu de temps. Tu sais, j'étais pas pour rentrer là fin octobre, moi, pour commencer à tout brasser. Tu sais, j'avais pas patterné ce buck-là. Fait que j'ai pris cet arbre-là, puis comme de fait, il s'est présenté parce qu'il avait tendance à aller à un appât, peut-être un 800-900 pieds plus bas, daylight, mais tu sais, comme dans la dernière demi-heure. Mais il m'a passé carrément dans le dos. Là, dans le dos, ben, comme d'habitude, je me positionne tout le temps que c'est mon vent qui s'en va là. Ah ouais. Puis il descendait comme un train, il a passé peut-être à 25-30 verges, puis en passant dans mon triangle, il a comme fait un peu comme le saut, il a comme senti quelque chose, mais il a continué. Puis là, il s'est éloigné un petit peu, peut-être une quarantaine de verges. Là, je le filmais, tout ça. Là, j'ai pris mon arc, je disais, je ferais pas pareil comme avec Perfect Ten. J'ai pris mon arc. Puis là, ben, il s'est déplacé un petit peu dans le chemin, là. Puis là, à un moment donné, il s'est vraiment comme bien timé avec mon odeur. Puis là, il m'avait direct dans sa ligne. Je le voyais, il avait la tête dans les airs. Il se la bougeait. Là, je dis, il m'a encore, tu sais, il y a un autre buck que, tu sais, c'est sûr que je peux pas tuer, là, c'est impossible. Fait que, c'est ça. Whiteface, je l'ai eu comme quelques... Ben, t'as eu une minute peut-être, là. Ton deuxième contact avec un buck mature au Québec, ce qui est quand même bon. C'est pour ça que je disais que ta saison, c'est un succès au final, même s'il y a eu quelques échecs, mais tu sais, c'était des micro-détails, là. C'est ça. Fait que lui, lui, il a parti, là, tu sais, pas, je l'avais comme un peu
Brûlé. Je l'avais comme un peu bumpé, mais tu sais, niaiseusement, tu sais, il a été à bait peut-être 20 minutes après la noirceur ce soir-là. Fait que, tu sais, il était plus basse que moi. Tu sais, je veux dire, je suis pas un chasseur de bait. Tu sais, je préconise zéro ça. Là, tu sais, je vais être mobile comme autour de ça. Puis je vais toujours aller chercher mes chances comme au pourtour de ça dans les alentours de entre 4 et 600 pieds. Là où tu juges le mieux pour les intercepter. Ouais, exactement. Puis regarde, tu sais, ce buck-là, je l'ai comme bumpé, puis je l'ai même pas tant dérangé que ça, parce que lui, il s'est dit, tu sais, il y a eu un genre de danger, mais qu'est-ce qu'il faisait là, cette personne-là? Il était pas capable de juger à 100%. Là. Il n'a pas associé ça à bait, là, fait que c'est ça la bonne nouvelle. Fait que ça, c'était pas mal ma fin de saison. Après ça, ça s'est fini dans la neige avec quelques chevreuils observés, là, mais c'était la fin. Bon. Ben, somme toute, félicitations pour avoir gardé ta caméra pendant toute la saison. Je considère que juste ça, c'est déjà un bel exploit, puis d'avoir gardé ton optimisme jusqu'à la fin. Donc, habituellement, quand on colle sur quelque chose, ça finit, les bonnes choses finissent par arriver. Fait que 2025 sera ton année, Étienne. J'espère. Quel conseil tu donnerais aux gens suite à ta saison? As-tu pensé, y a-tu quelque chose que tu fais comme, hey, ouais, ça, si je pouvais l'améliorer ou si les gens, je te laisse aller. Oui, ben c'est un aspect que j'ai pas apporté dans le fond tout au long du podcast, mais que j'ai fait la saison passée. J'ai déployé, je dirais, peut-être une trentaine de caméras, à peu près partout. Il y a même des places, quand j'ai trouvé Perfect 10 là, en août, j'avais 11 caméras sur le Soya. Puis je l'ai pris sur 2 caméras. Puis tu sais, c'est pour dire, j'ai trouvé ce chevreuil-là à cet endroit-là. J'ai été le chasser, mais j'ai jamais eu de chance dessus parce qu'il était trop aléatoire, tu sais. Mais bref, cette année, moi, si j'ai un conseil même à donner aux gens, puis ce que je veux pas refaire, c'est que cette année, je veux trimer des arbres, préparer des corridors de tir, aller piner des arbres, vraiment faire des stratégies à chaque endroit des terres que je pense qu'il serait bon. Je vais mettre des efforts sur mes lignes de tir, sur mes arbres, sur mes options de vent. Bien plus que sur toutes les caméras, puis tout le chemin que j'ai fait, puis toutes les marches à pied, puis les changements de carte SD que j'ai fait, puis de batterie. Ça m'a pas apporté tant de choses que ça parce que j'ai pas tant trouvé de chevreuil. Puis quand est arrivée la chasse, ben ça s'est comme placé un peu par le fait même. Fait que moi, tu sais, ça c'est un conseil sur ma saison que j'ai appris, c'est que les caméras, on le dit tout le temps, c'est peut-être 30% de l'information, mais en plus de ça, durant mon été, durant la période estivale, j'ai dépensé beaucoup de temps et énergie sur les caméras. Cette année, là, mon temps va être vraiment sur la préparation de mes arbres, de ma chasse en tant que telle. Puis tu vas observer en même temps pendant que tu chasses là où tu pourrais peut-être bouger, mais sans pour autant aller mettre des caméras d'avance. Tu sais, une caméra par appât, c'est quasiment suffisant au final. Peut-être une ici et là autour, mais sans être 30 caméras, ça fait du stock, là. Ouais. Mais tu sais, je pensais que c'était une bonne stratégie. Je voulais qu'on trouve le plus de bugs possible. Je voulais qu'on ait le plus d'options possible. Puis j'ai mis beaucoup d'énergie là-dessus. Puis quand j'ai arrivé à la fin, j'ai dit non. J'ai arrivé finalement pas assez préparé pour ma chasse. Puis j'avais pas plus d'infos. Fait que cette année, je fais ça différemment. Je vais faire du scouting, tu sais, je vais checker toutes mes champs de soya, toutes mes affaires, avec mes jumelles, tout ça, dans le temps que ça va être le temps, début à août, tu sais, tout ça. Mais les caméras, je vais mettre moins d'efforts. Donc, Étienne, je m'en allais te demander ton meilleur coup en lien avec l'utilisation de tes caméras et ton moins bon coup. Donc, tu as peut-être un petit peu répondu par le fait même. Tu en as peut-être trop utilisé, trop mis de temps versus si ça marchait tant que ça, quand on y pense, les caméras de surveillance, c'est tout le monde est capable d'aller s'en procurer, mais au final, c'est pas tout le monde qui tue des chevreuils. Fait que le petit plus qu'on peut faire, tu l'as trouvé au final, tu t'en es rendu compte, tu savais sûrement déjà, c'est juste que sur l'énervement de vouloir tant montrer de bocs ou de tant trouver des bocs, on oublie des fois ces détails-là, mais c'est tout le reste qui est important aussi. Même plus pratiquement que les caméras, là. Non, exactement. Moi, je pense que ça a fait partie d'une de mes erreurs. Fait que moi, ça se trouve être vraiment ça. Là, ça, c'est le bon coup. Ton moins bon coup. Mais c'est ça, j'allais dire, ça, c'est ton moins bon coup. Vas-y avec ton bon coup. Mon moins bon coup, ça a été ça. Puis mon meilleur coup, je pense, ça a été vraiment l'Ohio, dans le fond, de mettre des caméras cellulaires. On en avait amené, je pense, 4 ou 5, puis on les a toutes mis dans le bois. Puis ça a été premièrement, un feeling incroyable. Puis ça nous a placés, je pense, à la bonne place à chaque journée. Fait que ça a été vraiment les bons coups. Fait que je pense qu'on a un peu répondu à nos questions-réponses. Yes. Des caméras statiques un peu partout, je vais en mettre beaucoup moins. Puis des caméras cellulaires sur les appâts aux bonnes places, au bon moment, je vais les garder, je vais prendre l'info. Clairement.
Puis comme on peut voir, je sais pas si par le passé, tu as une constance par rapport à ça. Tu sais, tes box semblent tourner beaucoup. Ils ont pas l'air comme tout le temps collés à la même place. Donc, tu as besoin de l'information qui est fraîche et non pas de l'information passée. Sinon, t'es fait. Là, tu sais, quand est-ce qu'il va revenir? Faut que tu saches quand il est là au bon moment, puis tu vas faire ton hit. Donne-moi donc 2 choses que tu voudrais améliorer sur ta terre et pourquoi? Oui, ben dans le fond, ma terre chez moi, dans le fond, dans les 3 dernières années, j'ai amélioré beaucoup la nourriture, puis l'habitat a toujours été comme le point faible de ma terre chez nous. Cette année, j'ai laissé peut-être, ça fait 2 ans là, que je prépare ça, mais j'ai laissé environ 70 acres d'anciens pâturages à Limois-Bœuf, je l'ai laissé aller comme en verge d'or. Ça l'a donné comme un 70 acres de, on va dire, bedding, puis là-dedans, il y avait des arbres, vraiment une vieille prairie. Mm-hmm. L'ancien propriétaire, il avait planté des chênes. Ils sont rendus à quelle hauteur à peu près, tes chênes? Sont-tu... Les chênes ont à peu près 6 pouces de grosseur, ils ont à peu près 18 à 20 pieds. Là. J'ai trouvé des glands au sol. Ah oui, oh! Lâche pas. Ça, j'en ai à peu près une cinquantaine. Fait que, à un moment donné, ça va payer de ce côté-là. Mm-hmm. Fait que, c'est ça. Ça, c'est des améliorations que j'ai laissé faire comme naturellement avec le temps les 2 dernières années. L'hiver passé, j'ai préparé un nouveau bedding. Ça veut dire que j'ai commencé à bûcher un secteur dans le bois à blanc pour laisser la régénération sortir. Ça, cette année, ça a été bon parce que Whiteface, là, il a été là plusieurs jours dans l'automne dans ce genre de gros foin-là qui avait poussé. Cette année, ça va être encore meilleur. Là. Tout le reste, là, c'était comme un peu en latence parce que c'était ta première année. Là, les choses vont se placer puis ça va exploser. La succession, mais je sais pas comment dire en français. Là, en anglais, c'est la early succession là, qui embraye puis qui prend le dessus. Là, donc. Exactement, il va comme avoir un changement dans le fond d'essence de bois, fait que là le tram puis le frein vont sortir tout ça, puis ça va devenir comme bien dense. Là, fait que c'était le but de l'opération. Cet hiver avec la neige, j'ai pas pu bûcher, mais pour 2025, mes améliorations, ça va être là cette année, je repars de l'autre côté, je vais ramener encore beaucoup plus de bouffe, encore mieux positionné à des endroits précis, mettons comme dans mon 70 arbres de bedding, je vais aller faire un petit stock et demi de nourriture comme tu sais vraiment. Tu as créé un habitat avec ta verge d'or, c'est sûr qu'ils doivent se sentir à l'aise. Par contre, la verge d'or, elle reste debout jusqu'à quand à peu près? T'sais, c'est-tu un habitat que tu peux dire qu'en novembre, habituellement, elle est couchée ou encore... Non, la verge d'or chez nous, là, c'est tous des gros bosquets, la majorité, dans le fond. Là, fait qu'il reste, en novembre, là, est encore là, comme il faut. Puis les chevreuils la traversent là, sans problème. La couleur d'un CRP, on va dire, c'est un brun chevreuil. Mm-hmm. C'est impossible de voir un chevreuil. Des fois, je les filmais, puis même des fois, je les filmais là-dedans, je le perdais de vue. Puis pourtant, il était un petit peu plus haut, mais c'est un environnement incroyable. Ah, oui. Le chevreuil rentre là-dedans, là, puis il arrête de bouger, là, puis tu le perds de vue, c'est fini. Non, c'est une méchante place pour pas que les prédateurs les pognent quand ils se déplacent. Les prédateurs aiment pas ça aller là-dedans de toute façon, souvent. Là, c'est dérangeant. Ils voient rien. Ah, ils voient pas. Puis les moustaches, dès que ça leur frotte les moustaches, là, dès que c'est trop tête, eux autres, oublie ça, là, ils détestent. Fait que c'est une bonne place de chevreuil. Cool. Fait que l'amélioration, ça va être vraiment ça. Là. Les champs nourriciers, on va redonner un coup. L'année passée, j'avais manqué de temps un petit peu. Là, cette année, là, ça va être ça mon amélioration. Là. Je veux voir si je peux coller un groupe de mâles là, en septembre. Bon, parfait. De toute façon, comme c'est un processus qui ne fait que s'améliorer. Puis la beauté de ça, c'est le fun malgré tout. Oui, tu fais ça pour le chevreuil, mais tu fais ça aussi pour la faune en général. Tu vas avoir un paquet de perdrix, un paquet de lièvres, un paquet de... C'est bon, la régénération de la forêt. Là, donc, ça va être plein de belles surprises pour toi dans les prochaines années. Donc, tes plans pour 2025, tu t'organises comment? Tu tu étais un peu en train d'y penser, tu savais pas trop, mais donne-nous un enlignement global là, de ce que tu penses faire. Ben c'est ça, ça va être simple. Là. Je fais le Québec 2 zones. Comme Guillaume m'a parlé, dans le fond, on a sorti à Port-Neuf. Ça veut dire que je vais aller chasser 7 jours complets à Port-Neuf. Puis je vais faire ma saison normale dans Sept-Sud. Je vais faire facilement... c'est au moins 2-3 voyages là, aux États là, cette année. OK. Ça promet. Fait que, on va mettre la gomme, puis on a quand même pas mal de missions sur du privé. Midwest, Mid-Est aussi, c'est ça que j'ai cru comprendre. Vous allez chasser ensemble depuis Guillaume. Vous allez former notre team Team USA. Ouais, on va dire ça. Team Canada ou USA, ça, c'est mieux de même. Ouais, c'est ça. Ouais, on est plus patriotique que ça, là, on les laissera pas. Ouais. Non, ben, tu sais, je veux dire, on est tellement... La saison est tellement courte que je pense qu'il faut en profiter partout, peu importe où on est dans le monde. Là. Ouais. Moi, c'est mon opinion de Ben oui, ce côté. clairement.
Donc, écoute, un gros merci, Étienne, d'avoir été avec nous pour nous raconter ta saison. Comme je te l'ai dit à quelques reprises au courant du podcast, 2025 te réserve de belles surprises. À travailler fort comme tu travailles, c'est sûr, certain que les bonnes choses vont finir par arriver. Donc, un gros merci de nous avoir raconté ton histoire. Merci aux gens d'avoir été là. Puis, on se dit à la prochaine fois, tout le monde. Salut. Merci beaucoup. Salut, Raph. Ce podcast vous a été présenté par Premium Mix, expert en chant nourricier, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery. Je vois ça sur la neige. Je suis tellement content. Gros, man. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt.